Bonjour, bienvenue pour cette dernière vidéo sur les alcanes et les alcools. Dans cette capsule, on va s'intéresser aux températures de changement d'état et à la miscibilité des alcanes et des alcools. Alors ce graphique vous présente l'évolution de la température d'ébullition d'alcool à chaîne linéaire. Ici, on constate que plus le nombre d'atomes de carbone est important dans une chaîne principale, plus la température d'ébullition est importante. On pourrait faire le même constat pour la température de fusion. Alors comment peut-on expliquer cette évolution de la température d'ébullition? Rappelons-nous, il existe des interactions entre les molécules. Ces interactions, ce sont les interactions de Van der Waals. Plus la molécule est grande, plus les interactions sont importantes. Donc ici, on comprend bien que si on prend une molécule, un alcane, à 6 atomes de carbone dans la chaîne principale, il faudra donc apporter plus d'énergie pour passer de l'état liquide à l'état vapeur que pour un alcane comportant seulement que 3 atomes de carbone. Pour la bonne et simple raison qu'il faudra combattre entre guillemets des interactions de Van der Waals beaucoup plus importantes dans le cas de l'heptane que dans le cas du propane. Alors, est-ce qu'on peut en déduire une évolution des températures pour les alcanes ramifiés? Je m'explique. Partons par exemple d'un alcane avec le même nombre d'atomes de carbone, si on ne pourrait pas comparer. Donc ici, première formule semi-développée la plus simple possible, un alcane constitué, donc d'après la formule brute, de 5 atomes de carbone, une forme linéaire, donc ici son nom c'est pentane, sa température d'ébullition c'est 36 degrés. Je vais prendre un isomère avec une ramification. Donc ici la ramification comporte un seul atome de carbone, donc cette ramification va s'appeler méthyle, et elle est sur le carbone numéro 2. Notez qu'elle est forcément sur le carbone numéro 2, parce que même si jamais, entre guillemets, sur le carbone numéro 3, je serais amené à numéroter de gauche à droite. Donc dans tous les cas, ce sera un 2-méthyl butane. Donc comme ce 2 est implicite, est obligatoire, on peut l'appeler aussi cette molécule méthylbutane. Comme on a affaire ici à une chaîne ramifiée par rapport au cas précédent, les interactions de Van der Waals, dans le cas du méthylbutane, seront moins fortes que dans le cas du pentane. Donc manifestement, il faudra apporter une énergie moins importante pour passer de l'état liquide à l'état vapeur dans le cas du méthylbutane que dans le cas du pentane. Donc le méthylbutane doit avoir une température d'ébullition plus faible que celle du pentane. Vérifions, 25 degrés. Autre isomère possible pour l'alcane de formule brute C5H12, cette fois non pas une, mais 2 ramifications. Les deux sont sur le carbone numéro 2, donc c'est un diméthylpropane. Là encore, pas la peine de dire 2,2-diméthylpropane, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là encore, un alcane plus court par rapport au méthylbutane, donc des interactions de Van der Waals plus faibles par rapport au méthylbutane, donc un alcane a priori plus volatile que le méthylbutane, donc une température d'ébullition plus faible que 25 degrés. Vérifions effectivement 9 degrés. Qu'en est-il des alcools? Regardez, les alcools, eux aussi, ont une température d'ébullition qui augmente avec le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. On considère que des chaînes linéaires ici. Donc là encore, on peut se dire, c'est cohérent avec ce qu'on a dit pour les interactions de Van der Waals. Mais maintenant, comparons les températures d'ébullition des alcools avec celles des alcanes pour un même nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. On constate que les températures d'ébullition des alcools sont plus importantes que celles des alcanes. Alors on dira que les alcools sont moins volatiles que les alcanes à nombre de carbone, à même chaîne carbonée. Alors même question, comment on peut l'expliquer? Dans les deux cas, il y a des interactions de Van der Waals, mais en plus pour les alcools, il y a des interactions qu'on va appeler les liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes intermoléculaires vont ici s'ajouter aux interactions de Van der Waals. Donc il faudra apporter plus d'énergie pour un alcool pour le passer de l'état liquide à l'état vapeur par rapport à un alcane avec une même chaîne carbonée. Donc là, ici, les petites liaisons hydrogènes qui nous rappellent que ces interactions s'ajoutent aux interactions de Van der Waals. Que dire de la miscibilité dans l'eau? Eh bien, les alcanes sont très peu miscibles dans l'eau. En effet, ils sont constitués que d'atomes de carbone et d'hydrogène, donc c'est une molécule qui est très très peu polaire. Or, l'eau est une molécule polaire. Les alcools, eux, ont un oxygène et un hydrogène, donc manifestement une liaison polarisée. Donc, c'est une molécule
qui est polaire. En plus, donc, il y a des liaisons hydrogènes qui peuvent se faire entre un alcool et les molécules d'eau. Mais on comprend bien que plus la chaîne carbonée de l'alcool devient grande, plus le caractère apolaire, j'ai envie de dire, va l'emporter un petit peu. Donc du coup, les alcools ont une miscibilité dans l'eau qui diminue, les alcools linéaires, hein, qui diminue quand leur chaîne carbonée augmente. Mais on peut dire quand même que les alcools de chaîne carbonée très courte, typiquement l'éthanol, eux sont miscibles dans l'eau. Alors, dernier challenge, comment séparer deux liquides miscibles? Tout simplement par un montage particulier qui s'appelle la distillation fractionnée, qui tient compte de ces différences de température, de changement d'état. Pour cela, il nous faut ce montage-là. Donc, on a des élévateurs. Sur le premier, on va placer un chauffe-ballon dans lequel on va mettre un ballon contenant le mélange des liquides à séparer. On a au-dessus une colonne à distiller. Cette colonne particulière s'appelle une colonne de Vigreux, hein, c'est Monsieur Vigreux. On a au-dessus un thermomètre qui nous permet de repérer les températures des vapeurs qui vont arriver. On a ici un réfrigérant à eau. Je vous invite à remarquer que l'eau rentre par le bas et sort par le haut du tube. Donc ça assure en fait une circulation d'eau tout autour du tube central. Et enfin ici, donc, on a mis une éprouvette pour récupérer un liquide qui s'appelle le distillat. Alors qu'est-ce qui se passe? On chauffe le mélange. Le liquide le plus volatile, donc passe de l'état liquide à l'état vapeur. Donc l'espèce la plus volatile passe à l'état vapeur. Les vapeurs montent le long de la colonne à distiller. Le thermomètre donc indique une température qui augmente et à un moment donné, cette température va se stabiliser. C'est le moment où l'espèce la plus volatile passe de l'état liquide à l'état vapeur. Donc pendant tout ce changement d'état, la température indiquée par le thermomètre reste constante. Cette espèce la plus volatile donc se vaporise et va arriver dans le réfrigérant. Au contact des parois froides du réfrigérant, ces vapeurs vont se condenser. Le premier distillat qu'on va récupérer sera donc l'espèce la plus volatile. Quand la dernière goutte d'espèce la plus volatile se sera vaporisée puis recondensée, la température va de nouveau augmenter. Cette température, on va la voir grâce au thermomètre, jusqu'à atteindre la température d'ébullition de la deuxième espèce contenue dans le mélange. Donc si on en a deux, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la vaporisation du deuxième mélange. En revanche, si on en a 3 ou 4, et ben, il faut poursuivre un petit peu.